Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par La Poste Solutions Business et son offre e-éducation qui a vocation à promouvoir et à déployer l'usage du numérique éducatif dans l'ensemble de nos régions. La Poste s'engage auprès des établissements scolaires en proposant des solutions sur mesure, comprenant du matériel et des services associés pour mettre en place une offre numérique adaptée à chaque établissement. Je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce podcast. Le métier de prof, il a de l'avenir. S'inscrire sur la durée, c'est comme ça que ça marche. Faciliter l'embarquement de tout le monde dans l'apprentissage. Aujourd'hui, Twitter est la salle des profs, un peu 2.0. Ça les force à imaginer ce qui se passe, à abstraire. Les élèves que l'on a en face de soi arrivent à s'épanouir. Rien ne remplacera, à un moment donné, l'humain. L'un des principaux obstacles des enseignants, c'est la solitude. Un contenu qui est diffusé à tout le monde. Alors ce métier d'enseignant, on voit qu'il est en transformation. On voit beaucoup de choses qui permettent en fait de se faciliter la vie et de gagner du temps. La EdTech, finalement, elle touche chacun d'entre nous. Et pour cette deuxième partie de EdTech France, le podcast dédié à la question des apprentissages, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir désormais Joris Renaud. Bonjour Joris. Bonjour Rémi, ça va ? Ça va ? Tout va bien ? Impec. On se tutoie parce que d'abord on se connaît, ensuite c'est la EdTech et puis c'est plus sympa. Ouais. Alors tu es cofondateur d'EduVoices, qui est une communauté d'enseignants en France. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est venue l'idée d'EduVoices et puis comment ça fonctionne très concrètement ? L'idée, elle part d'un constat simple, c'est que quand on est enseignant et quand on a envie de faire évoluer sa pratique, l'un des principaux obstacles des enseignants, c'est la solitude. C'est le fait de se dire que j'ai envie de tester une nouvelle pratique, j'ai envie de tester une nouvelle activité, mais j'ai un peu peur de le faire. Et en fait, quand je le mets en place, je dois me confronter à différentes barrières, des barrières forcément hiérarchiques. Il faut que j'arrive à convaincre mon supérieur hiérarchique. Il faut que j'arrive à embarquer les élèves aussi. Il faut parfois que j'arrive à embarquer les parents. Et en fait, les obstacles commencent à s'accumuler. Et tout simplement, on se sent très rapidement seul. Oui. Et en fait, EduVoices, on est là pour ça. C'est pas les alcooliques anonymes, quoi. Non, c'est pas les alcooliques anonymes. C'est les innovateurs anonymes et isolés. Oui, c'est ça. C'est en fait se dire que y a énormément d'enseignants qui sont en train de faire des choses dans leur classe et qui ont envie de se retrouver, qui ont envie de partager. Et du coup, nous, ce qu'on fait à EduVoices, c'est qu'on crée des moments d'échange entre des enseignants, autant de maternelle que du supérieur, que de la formation professionnelle, pour venir tout simplement discuter, découvrir une nouvelle pratique. Et en fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne parle pas que de numérique. On est totalement agnostique sur les sujets et ce sont les communautés locales qui décident du sujet du prochain atelier. Alors d'abord, je suis heureux de t'entendre parce qu'on entend, et on en a parlé avec Sophie, beaucoup de réticences des enseignants, des difficultés à les mobiliser. Et est-ce que quand on met dans une même communauté, dans une même pièce, des profs qui ont des élèves de 6 ans et d'autres qui ont des élèves de 25, ils ont des choses à se dire quand même? Ah bien sûr. Parce que le métier d'enseignant reste le même. C'est arriver à transmettre des choses, arriver à créer un cadre pédagogique. Ils ont juste une audience qui est totalement différente et du coup, des pratiques qui peuvent évoluer. Et c'est ça qui est le point commun entre toutes ces personnes qui s'investissent dans la transmission. Parce qu'on parle des enseignants, mais il y a aussi tous les acteurs de l'éducation populaire, par exemple. Il y a énormément de choses. On voit aussi des élèves qui commencent à arriver dans les ateliers parce qu'eux aussi, ça les intéresse. Comment ça se passe concrètement, une communauté ou une réunion alors ? Il faut imaginer un temps d'échange totalement informel. Le but, il n'est pas de transmettre une compétence et de certifier quelque chose. On n'est pas un organisme de formation. On est simplement une association qui arrive à réunir des enseignants autour d'un sujet. On vient découvrir une pratique, donc que ça soit la méditation, la robotique en classe, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on code par exemple, comment est-ce qu'on utilise le code et les langages de programmation en classe, etc. Et il y a un intervenant qui vient, mais pas forcément un expert. C'est quelqu'un qui est, dans la majorité des cas, un enseignant et qui vient retransmettre son expérience. D'accord. Et ensuite,
on va, sur 80% du temps, on va rentrer dans la pratique. C'est-à-dire qu'on va faire des activités, des exercices qui vont nous permettre de mettre les mains à la pâte et de se dire « Ah ouais, mais en fait, si je veux faire une vidéo avec une tablette, bah, c'est difficile de faire ça. Ah, mais toi, t'as pas un conseil ?» Et en fait, on les fait travailler en groupe. On fait des exercices, des activités de groupe pour pouvoir produire des choses et se mettre en situation et tout simplement arriver à leur faire prendre du recul en se disant comment ça se passe si demain j'ai envie de mettre ça en place en classe. Et combien de profs, combien d'enseignants sont passés là, depuis le Alors, début environ sur les ateliers, donc en présentiel, on a environ 1 millier de profs qui viennent chaque année. Ensuite, on a une base d'utilisateurs, donc une base de membres qui atteint les 4000 enseignants sur toute la France et on est répartis aujourd'hui sur une vingtaine de villes. Et alors, est-ce que tu as en tête des exemples d'expérimentation qui ont pu être construites ou discutées à l'occasion d'une réunion et qui ont ensuite été déployées dans une classe, un collège ou que sais-je? Est-ce que tu peux nous citer comme ça quelques exemples concrets pour que ceux qui nous entendent comprennent bien ce que ça peut signifier d'être innovant quand on est enseignant? Ouais, alors je ne sais pas si le terme être innovant est adapté parce qu'en fait, un enseignant, moi j'ai envie de dire que c'est un peu un caméléon qui arrive à s'adapter au maximum à ses élèves, à l'ambiance de classe pour pouvoir arriver à faire passer ses objectifs pédagogiques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les enseignants qui viennent durant les ateliers, il y a plein de choses, que ça soit sur des escape games, par exemple. On fait des ateliers sur les escape games, mais généralement, dans le contexte éducatif, on n'enferme pas les élèves à clé dans la classe. C'est mieux. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Typiquement, l'utilisation des QR codes. Je me souviens très bien d'un atelier à Marseille, du directeur de l'école Freinet, d'école primaire Freinet à Marseille, qui, lui, utilise énormément les QR codes pour ses élèves. Et du coup, là, on avait pas mal d'enseignants alors, qui étaient... comment, concrètement? Justement, il va donner un temps d'activité. Et ce temps d'activité, il va parsemer un peu partout dans la classe et dans le couloir des QR codes où les élèves vont pouvoir scanner le QR code et accéder directement à soit une énigme, soit une activité de lecture, d'écoute, par exemple, pour l'apprentissage de la langue. Et en fait, on a plein d'enseignants qui se disent « Ah, mais en fait, on peut personnaliser un QR code. Après, je peux remodifier l'URL, donc le lien vers lequel on va et tout ça. Ah, mais c'est vachement intéressant. Je vais l'utiliser aussi, même pour mes collégiens. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus facile de faire scanner un QR code à ses élèves que d'envoyer un mail avec le lien. On voit beaucoup de choses qui permettent en fait de se faciliter la vie et de gagner du temps. Alors, les enseignants que tu vois, par définition, sont des gens qui sont ouverts à ces... Alors, pas s'il faut parler d'innovation, en tout cas, cette nouvelle méthode pratique pédagogique. Il y en a d'autres qui le sont un peu moins. On va écouter, si tu le veux bien, l'avis d'un professeur qui a souhaité rester anonyme, et on respecte son anonymat. C'est Vincent, 30 ans, qui est prof de mathématiques en région parisienne et qui va nous donner son point de vue. Pour moi, il y a deux catégories, en fait, dans toutes ces technologies et idées. Il y a la catégorie de ce que les élèves ils peuvent faire chez eux. Et ça, je trouve que c'est excellent, parce que pour moi, plus ils travaillent, quel que soit le domaine, mieux c'est. Donc plus ils feront de mathématiques, plus le prof sera heureux, et c'est valable, je pense, dans tous les domaines. Après, il y a tout ce qui est en classe. Et là, moi, je suis plus réticent, parce que le grand problème, c'est déjà au niveau de tout ce qui est entretien-maintenance. On a du matériel qui a souvent des problèmes. Donc si on prépare une séance informatique, il faut toujours avoir une séance de secours. Donc déjà, c'est pas super agréable. En plus, moi, mon autre grand problème, c'est que l'informatique, ça va leur montrer directement. Par exemple, en maths, ça va être très visuel. Ils vont voir quelque chose en le déplaçant. Alors que s'ils l'avaient fait avec un tableau noir et une craie blanche, l'intérêt, c'est qu'ils ne verront pas, d'accord, mais du coup, ça les force à imaginer ce qui se passe, à abstraire. Et donc, pour moi, quelque part, le fait de faire toutes ces technologies en classe, ça efface une partie de leur apprentissage, de leur compréhension, en fait. Il y a toute une partie qu'ils ne pourront pas faire parce qu'on les assiste. C'est comme si on apprenait à des enfants à marcher avec des béquilles. On a toujours de l'aide. Du coup, ma crainte, c'est qu'ils ne soient plus capables de faire des maths sans toutes ces aides et sans toutes ces nouvelles technologies. Bon, il a peur, Vincent. Alors, d'abord, il a peur qu'il n'y ait pas le Wi-Fi ou qu'il n'y ait pas d'ordinateur qui fonctionne. Ça, c'est une première chose. Et puis surtout, il a peur que la bonne vieille méthode qu'on utilisait et qu'on utilise encore perde un peu de ses vertus. Qu'est-ce que tu en penses, Joël? C'est des discours que tu entends régulièrement? Oui, on entend beaucoup ça. On entend beaucoup la notion du numérique
comme une méthode à part entière. Alors qu'un enseignant, c'est quelqu'un qui va avoir une énorme boîte à outils. Et qu'en fait, le numérique fait partie, est un outil de cette boîte à outils. Comme la classe inversée, comme les escape games dont on parlait tout à l'heure, etc. Et qu'il vient chercher un outil à un moment donné pour lui faciliter le fait de remplir son objectif pédagogique. J'entendais tout à l'heure Sophie Penn qui disait qu'il y a cette notion d'injonction, de dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et on a trop tendance à se dire il faut faire comme ça, donc il faut tout changer. Alors que nous, on est plutôt partisans du petit pas. Se dire que je vais faire un petit pas de côté et je vais tester. Parce que la deuxième chose qui est importante, c'est de se dire qu'un enseignant, il a une grosse carence de temps. C'est-à-dire qu'il a très peu de temps pour tester de nouvelles choses, pour l'analyser, pour l'évaluer, pour prendre du recul et se dire est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas. Et quand on leur demande, et on leur demande assez souvent de se dire vous, quand vous prenez du recul et quand vous essayez d'analyser si ce que vous faites, ça marche ou pas, il y a 2 critères d'évaluation. Le premier, c'est le facteur sourire. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de très subjectif où on vient tout simplement se dire « Ah oui, mes élèves ont été engagés sur cette séance. Ah oui, ils ont été contents. Ah oui, ils m'ont dit merci madame ou merci monsieur. » Et de l'autre côté, c'est l'évaluation. Et du coup, ça pose une problématique, c'est qu'il manque, il y a un réel problème là-dessus de prise de recul et surtout d'analyse de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On en revient souvent à cette question, cette notion de la preuve, la nécessité de démontrer l'impact, aussi pour convaincre ceux qui sont en mesure d'utiliser de nouveaux dispositifs, en tout cas de faire les choses différemment. Ceci étant, peut-être que l'arrière-grand-père ou le grand-père de Vincent était lui-même méfiant des calculatrices, parce qu'il se disait que les gamins allaient être moins bons en calcul mental. Oui, bien sûr. Et ça pose une seconde problématique, et ça on le voit tous les jours avec les enseignants, c'est la problématique de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un manque d'espace d'échange entre les enseignants pour prendre du recul, se donner des idées, se donner de l'énergie et de la motivation pour avancer, proposer de nouvelles choses en classe. Et de l'autre côté, on a un manque cruel d'espace d'échange entre les établissements, les rectorats, les collectivités territoriales qui ont besoin de se parler pour pouvoir comprendre les réels besoins avec les enseignants et impliquer les enseignants. Le nombre d'enseignants et d'enseignantes avec qui je parle qui me disent « Ah oui, moi, j'ai pas pu faire cette activité parce que j'avais pas de Wi-Fi. » Ah oui, moi, j'ai pas pu faire ça parce que nos tablettes, elles ne nous permettent pas. Et en fait, on est vraiment dépendant du pouvoir politique là-dessus et du pouvoir politique local, parce que ce sont eux qui gèrent les investissements en infrastructure et que du coup, ça pose énormément de difficultés parce qu'on va aller signer un chèque pour la mise en place de X dizaines de tablettes sur l'établissement, sauf qu'il n'y a aucune étude de besoin en amont. Et ça pêche. Mais s'il n'y a pas de solution derrière, c'est comme acheter des voitures et pas acheter de l'essence. Exactement. Ça ne sert à rien, c'est même extrêmement contre-productif. Tout à fait. Alors ce métier d'enseignant, on voit qu'il est en transformation d'une certaine manière, ou qu'il va devoir se réinventer et vous aider, ou certains profs qui souhaitent le faire à échanger entre eux. Et on s'est posé la question de savoir s'il n'y avait pas peut-être un parallèle un peu audacieux à faire avec les entreprises qui elles-mêmes vivent sous le coup du numérique. Et justement, on est allé poser la question à Lara Paulich de chez TwoSpark qui propose une solution innovante pour transformer les entreprises. La transformation et la formation. La formation, c'est souvent du one size fits all. Donc, c'est un contenu qui est diffusé à tout le monde. Et ça, c'est compliqué parce on ne va pas intéresser tout le monde sur tous les contenus. La deuxième chose, c'est qu'on fait ce qu'un de nos clients a appelé du spray and pray. Je suis désolée, il y a beaucoup d'anglicismes. Spray, ça veut dire diffuser. Et pray, ça veut dire prier. Donc spray and pray, ça veut dire qu'on diffuse une information et ensuite on espère que les choses vont s'opérer. En réalité, il faut absolument mesurer et ça, la formation aujourd'hui ne le fait pas suffisamment. Et quand elle le fait, c'est avec des boucles qui sont beaucoup trop longues, donc pas suffisamment dynamiques. Et la troisième chose, c'est le fait que souvent la formation est un événement. Elle ne s'inscrit pas dans la durée. Or, on sait très bien que pour que les comportements changent, pour que les connaissances soient complètement appropriées, il faut le faire petit à petit, avec beaucoup de répétitions, s'inscrire sur la durée. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc on voit bien, alors one size fits all, c'est taille unique, quoi, grosso modo. On voit bien dans ce que nous explique Lara qu'il y a une différence entre former des collaborateurs sur des nouveaux métiers, et on peut faire le parallèle avec les professeurs, et puis les accompagner véritablement dans
dans leur transformation. Qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à ce que vous faites chez LuVoices ? C'est un parallèle qui est très bon à faire, tout simplement parce que la feuille de compétences que doit mettre en œuvre un enseignant, elle est très semblable à celle d'un manager d'entreprise. Oui. Et c'est vraiment intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que les enseignants ont très peu conscience de ça. Ils ont très peu conscience de leurs valeurs. Oui. Aujourd'hui, en entreprise, on commence petit à petit à le voir. C'est-à-dire que avec les réformes là, de CPF, où l'individu et l'employé, du coup, va devoir être responsable de sa formation, de sa propre formation. Compte personnel de formation. Ouais, compte personnel de formation, exactement. On responsabilise, entre guillemets, l'employé et on lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Où est ta valeur et quel levier as-tu envie d'actionner pour pouvoir développer telle compétence, telle compétence, telle compétence. Aujourd'hui, on n'en est pas là forcément dans le système éducatif, tout simplement parce que c'est considéré comme une sorte de libéralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle avec des enseignants et qu'on dit il y a des acteurs qui commencent à être privés ou associatifs, qui viennent se mêler un peu de ces sujets-là, il y a une levée de bouclier pour dire tout simplement non, c'est le rôle du ministère, c'est le ministère qui doit nous donner leur aval pour dire on doit se former sur ça, sur ça, sur ça. Il y a un rapport assez ambigu finalement entre le ministère et les enseignants de l'éducation nationale. À la fois, on attend que le ministère donne le là et en même temps, on est les premiers à s'en méfier, quoi. Exactement. Et ça, c'est une grosse problématique et c'est ce qu'on voit dans l'écosystème global, c'est qu'on essaye d'avoir la solution. Sauf que c'est pas possible d'avoir la solution. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'elle dit exactement dans ses propos, une solution one fits all, ce n'est pas possible. On a retourné voir Lara et on lui a posé la question, est-ce qu'il est possible de former des collaborateurs sans avoir au préalable transformé leur métier ? Changer les métiers des collaborateurs, ça passe par une vision. Donc on va imaginer ce que vont être les métiers de demain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 75% des transformations qui sont envisagées par les entreprises échouent ou n'atteignent pas leurs objectifs. Pourquoi ? Parce que les collaborateurs n'arrivent pas à monter à bord de la transformation. Ils ne sont pas embarqués. Donc en fait, pour qu'une transformation réussisse, ce n'est pas qu'une vision, c'est aussi un déploiement. C'est le fait de prendre chaque collaborateur par la main, l'engager et répondre à la question qui le taraude, qui est « What's in it for me ?» Quel est mon intérêt ? Donc, une vision accompagnée, c'est précisément ce qui manque aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Ce sont des espaces d'échange. On le voit et quand on étudie un peu la théorie des transformations et de l'accompagnement au changement, la majorité des études nous disent qu'on ne peut pas changer un système de manière globale d'un coup. Il faut déjà des espaces à la marge pour pouvoir permettre d'acculturer les gens, d'avoir des espaces d'échange et tout simplement des espaces où on peut se tromper. Il faut des living labs, il faut des tiers-lieux, des espaces de tiers-lieux qui permettent aux gens qui sont déjà un peu en avance dans la réflexion de pouvoir y avoir un endroit où ils se sentent en sécurité, entre guillemets, qui se sentent bien pour pouvoir continuer à développer, et aussi un espace qui est ouvert, et ça c'est la notion des tiers-lieux, qui est totalement ouvert, pour pouvoir permettre aux gens un peu curieux, mais qui ne sont pas encore lancés dans la démarche, de pouvoir découvrir, s'acculturer, et de se dire « Ah oui, mais en fait c'est possible ». Et eux aussi vont engager ce processus de transformation, qui n'est pas un processus de transformation qui peut être énorme, mais tout simplement faire un pas de côté et se dire « oui, ça je peux le faire », c'est déjà quelque chose de significatif. Pour terminer avec Lara et ce parallèle que je trouve finalement très très riche, et tu le démontres bien, entre la transformation d'une organisation, d'une entreprise et le métier d'enseignant, on lui a posé une dernière question qui est quelle est la bonne formule, comment bien réussir la transformation d'une organisation et comment ensuite réussir son déploiement. Donc la transformation d'une entreprise, ça passe d'abord par une vision claire. Et une des choses que nous ont fait remonter nos clients, très clairement, c'est que si cette vision peut avoir été forgée en incluant les collaborateurs, c'est toujours beaucoup mieux. Donc une vision claire, et ensuite, et c'est là où l'ensemble des échecs des transformations se concentrent, c'est sur le déploiement. Et le déploiement, comment est-ce que ça se passe ? Il faut faire un certain nombre de choses. D'abord, engager les collaborateurs. Il faut trouver les modalités qui vont leur
donner envie de se connecter sur la plateforme, il faut créer du buzz, surtout quand on considère que ces collaborateurs sont très 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 loin du centre des organisations. Ils sont dispersés, ils travaillent sur des horaires décalés, ils travaillent souvent seuls. Donc comment faire pour les engager ? Ça, c'est la première question. La deuxième, les former. Nous, on préfère le mot de upskiller, donc vraiment par petites touches arriver à les faire monter en compétences, mais on peut appeler ça aussi de la formation. Et troisièmement, c'est mesurer la façon dont les choses s'opèrent. Et si elles ne s'opèrent pas, ou si un contenu qui a été diffusé ne fonctionne pas, surtout réagir très vite pour pouvoir soit changer le contenu, soit accompagner les collaborateurs qui auront du mal à adhérer à la transformation. Upskiller, c'est bien parce qu'on apprend plein de nouveaux mots en plus aujourd'hui. Alors, est-ce que, Joris, tu penses qu'on peut, alors en se débarrassant peut-être du franglais, mais s'inspirer de ces méthodes justement pour amener les enseignants à changer un peu leur posture, à changer, pas changer de métier, mais en tout cas à transformer un peu leur pratique? Ils sont déjà là. Si on prend l'exemple de Twitter, aujourd'hui, Twitter est la salle des profs qui un peu 2.0. C'est-à-dire, c'est la salle des profs qui ont envie de découvrir de nouvelles choses, qui ont envie d'échanger, qui ont plus envie de se sentir seuls. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça crée une émulsion, ça crée une dynamique qui est assez forte et qui permet à des enseignants qui se rencontrent sur Twitter de créer des projets ensemble, de développer des projets ensemble. C'est-à-dire que Twitter ne sert pas qu'à s'invectiver. On peut aussi faire des choses intéressantes. On voit des échanges qui sont très très riches, des questions qui sont posées, des réponses, et il y a un vrai soutien là-dessus et un soutien de profs francophones à l'international. Ouais. On a des profs aussi qui sont en Autriche, qui sont à Montréal, qui sont en Afrique, et en fait Twitter permet aussi de créer un espace d'échange entre ces personnes et de s'inspirer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vois pas, mis à part chez les développeurs, je ne vois aucun métier qui est en capacité de s'investir autant pour pouvoir donner autant. Et ça, c'est quelque chose d'assez magique. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que le métier de prof, il a de l'avenir. Ah bah bien sûr. Ah oui, ça, c'est clair et net. Il a de l'avenir, il a une structuration sur laquelle il va falloir faire attention. C'est-à-dire que quand on prend des exemples, notamment aux États-Unis, en Angleterre, au Maroc aussi beaucoup, on a un désengagement du pouvoir public, on a une mauvaise cohérence des engagements publics qui font que aujourd'hui, il y a des dérives du privé. Oui. Et aujourd'hui, ça, c'est la grosse problématique qui nous pend au nez en France, c'est d'avoir des initiatives privées qui vont aller tendre à un besoin. On le voit de plus en plus, des crèches Montessori qui ne sont pas du tout Montessori, par exemple. Et en fait, ces dérives-là, on peut les éviter en échangeant entre le privé et le public, en enlevant cette stigmatisation que le privé, c'est capitaliste, c'est contre nous, machin, etc. Mais justement, c'est en ouvrant une porte et en se disant, créons un espace d'échange pour tester, pour aller de l'avant, pour discuter. Parce que forcément, si on ne discute pas, si on n'échange pas, on va avoir peur l'un de l'autre et on va créer des systèmes parallèles qui ne se parlent pas et qui vont augmenter les inégalités au maximum. Alors, je te rejoins parfaitement. Créer des ponts, créer des passerelles, discuter, échanger, dialoguer, faire fi des dogmes, etc. Je pense que c'est une des clés pour réussir dans l'intérêt de nos enfants. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Joris. Merci beaucoup à toi, Rémi. À très bientôt. Et pour le prochain numéro, nous nous intéresserons donc à un sujet passionnant, la réalité virtuelle. Va-t-elle révolutionner l'enseignement ? Pas sûr, mais en tout cas, pour le savoir, on se retrouvera très vite dans notre 3e épisode du podcast EdTech France. À bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à Laura Macari pour sa préparation.